Lundi 7 septembre, les ministres européens de l'agriculture se sont réunis à Bruxelles dans un contexte difficile et dans un défilé de 3000 tracteurs. Un plan d'aide de 500 millions d'euros a été approuvé. Qu'en pensez-vous? Écoutez, déjà, je trouve intéressant qu'à la demande du ministre de l'Agriculture français, Stéphane Le Foll, le Conseil des ministres ait pu avoir lieu lundi 7. Pour autant, les 500 millions annoncés me semblent à la fois largement insuffisants pour répondre à l'ampleur de la crise en l'état, et les mesures qui en découlent, pour le moins, pas tout à fait adaptées à la demande des agriculteurs. Concernant la filière laitière, la suppression des quotas en avril dernier semble avoir conduit à l'augmentation drastique de la production. Cette libéralisation était-elle une erreur? Oui, moi je fais partie de celles et ceux qui pensent que l'erreur première a été de supprimer les quotas. Les quotas ont été mis en œuvre par Rocard, c'est à l'époque de Michel Rocard. Et effectivement, le fait de libéraliser et de déréguler depuis les années 90 montre que ce n'était pas la solution en matière de perspectives agricoles. Et que le mythe, je dirais, de la mondialisation atteint ses limites aujourd'hui, et la crise qui est devant nous révèle, s'il en était besoin, que ce n'était pas le bon choix. La Commission européenne semble croire que la situation peut s'améliorer grâce aux exportations, comme vous le dites, notamment en destination des pays émergents. Est-ce que cet optimisme est exagéré, selon vous? Oui, je le crois. Je pense qu'il faut vraiment arrêter d'être devant ce déni de réalité. Nous sommes à 55 ans, je dirais, de la première PAC, 58, et puis elle s'est mise en œuvre en 1960. Et aujourd'hui, avec une seule ligne, une seule vision, celle d'une pseudo-modernité de l'agriculture, avec une augmentation de la productivité, comme seul leitmotiv, je dirais, qui, de fait, lorsqu'on regarde les résultats en matière de qualité alimentaire, en matière d'impact sur l'environnement, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur les sols, que ce soit sur l'air, en matière d'économie agricole, puisque en 20 ans, plus de la moitié des exploitations a disparu, ces éléments-là montrent, s'il en était besoin, que ces politiques-là sont un échec et qu'effectivement, il faut, je crois, aujourd'hui, collectivement, au regard de cette réalité, peut-être investir ou faire preuve d'imagination pour peut-être changer de modèle agricole. Autre filière en difficulté, celle du porc. Les éleveurs estiment les prix de vente trop bas. Les transformateurs, eux, pointent du doigt la faible compétitivité de la production française par rapport à celle de d'autres pays européens. Quel est votre diagnostic? Je crois que les éleveurs de porc sont victimes de la même stratégie agricole. C'est-à-dire qu'on est passé d'un animal... on a voulu faire du porc un animal de productivité, où on est passé de l'entreprise familiale à l'entreprise de firme, et qu'aujourd'hui on en voit bien les limites. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais compétitif par rapport au Brésil, par rapport à l'Inde, par rapport demain à la Chine. Et je crois qu'il faut là aussi savoir raison garder et peut-être revenir à des modes d'élevage rationnels et raisonnables. Alors il faudra du temps. Mais je crois que les agriculteurs sont victimes d'orientations à la fois politiques et professionnelles de certains de leurs représentants qui aujourd'hui montrent effectivement que ce n'est pas tellement un problème de compétitivité, c'est un problème de mode et de modalité d'exploitation. Dès lors qu'on passe à des méga structures, des méga investissements et des méga fermes, on en voit bien les limites. Les porcs concentrés aujourd'hui, on doit, pour avoir un porc à minima de qualité, les traiter par des médicaments, les traiter par les antibiotiques, et ce n'est pas une bonne chose que d'avoir une viande de moyenne qualité qui aujourd'hui ne répond pas aux besoins des consommateurs. Et je crois que l'agriculture doit écouter les citoyens, doit écouter les consommateurs pour vraiment être au rendez-vous d'un développement économique. Accroître encore l'exploitation serait donc une erreur, comme ce qui se fait en Allemagne et au Danemark, même si cela permet de réduire, faire des économies d'échelle? Les économies d'échelle, c'est un leurre aujourd'hui. Les Allemands reviennent et commencent à stabiliser la chose. Parce qu'effectivement, on a, et je le redis, le mythe du marché à l'exportation est bien présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe représente plus de 80% du marché. Donc le reste est mineur. Pourquoi investir lourdement et se désentêter quand on parle de charges, par exemple? Ce ne sont pas que les charges fixes, charges sociales ou charges fiscales, qui sont différentes d'un État à un autre. C'est aussi les charges variables, c'est-à-dire l'investissement et le coût de l'amortissement de l'investissement. Aujourd'hui, on a fait des méga exploitations pour le porc en particulier, high-tech, comme on le dit souvent, dont les éleveurs sont incapables d'amortir le coût de l'investissement. Dans la mesure où on fait du porc, pour le nourrir, il faut du maïs. Le maïs ne suffit pas, on va chercher du soja, donc on se rend dépendant de l'international,
du Brésil en particulier, des États-Unis, et donc on rentre de plein fouet dans cette question-là de la volatilité des prix sur laquelle on ne peut pas répondre. Et moi je crois qu'il faut se recentrer sur le marché européen avec un souci d'équilibre entre l'offre et la demande et revenir à des outils de régulation donc, pour permettre à ce que l'économie agricole se stabilise. Les agriculteurs critiquent également la fermeture du marché russe. Faut-il revenir sur l'embargo? Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a deux embargos russes. Il y a un embargo sanitaire, donc lié à la crise porcine, et un embargo politique. Moi, je pense qu'effectivement, ce qui n'apparaît pas dans les propositions à l'issue du Conseil du 7, qu'il faudrait renégocier, non pas sur l'embargo politique avec la Russie, mais à partir de l'embargo sanitaire. Et qu'on peut, je le crois, en renégociant, ouvrir des parts de marché à la Russie pour au moins sortir de cette crise conjoncturelle. L'agriculture, environnement, les éleveurs et les agriculteurs critiquent le nombre de normes, le nombre de standards européens. Ont-ils raison? Sur le court terme, peut-être qu'il faut, comme ça a été fait, penser à un moratoire, mais temporel. Je pense qu'on ne peut pas continuer à penser l'agriculture sans la lier à l'environnement. Aujourd'hui, vous savez, la FAO a déclaré l'année 2015 comme l'année des sols, un sol sain pour une vie saine, dit la FAO. Je crois que ça doit nous occuper, nous préoccuper. On ne peut pas, dissocier de notre qualité de vie. Je le disais, l'air, le sol, l'eau sont des biens communs sur lesquels l'agriculture agit et sur lesquels nous devons aussi être vigilants. Donc je pense qu'il ne faut pas pointer les normes comme un handicap, mais pointer les normes comme un élément commun d'une activité économique agricole qui doit se faire entendre et respecter par les consommateurs. Les consommateurs sont très sensibles aujourd'hui à ces notions de qualité et d'environnement. Et si on veut continuer à ce que l'amour perdure entre le citoyen, le consommateur et l'agriculteur, je pense qu'il faut avoir cette vision holistique, c'est-à-dire globale de l'agriculture. L'agriculture, c'est la vie et sur un milieu. Donc, et ce milieu, c'est le milieu commun à toutes et à tous.